Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est la vidéo du cours du chapitre 9 sur l'émission et la perception d'un son. Donc le principe est simple, la vidéo que je vous fais aujourd'hui a pour but de remplacer le cours qu'on aurait fait ensemble d'habitude le samedi. Donc en fait, il va simplement falloir que vous regardiez la vidéo et que vous suiviez les différentes instructions que je vais vous donner. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire un petit bout de discussion, un peu de cours, une activité, etc. Donc l'activité qu'on va faire n'est pas une activité qui sera à me rendre, c'est une activité que vous allez faire pendant la vidéo, on va la faire ensemble et on va la corriger ensemble. Pour la semaine prochaine, vos devoirs seront donc pour le samedi 11, si je ne me trompe pas. Il faudra que vous ayez regardé cette vidéo et fait donc les différentes choses que je vous demande de faire. Et la chose qui sera à me rendre, c'est simplement l'exercice que je vais vous donner à la fin, donc l'exercice 20 du chapitre, donc je vous en redirai plus à la fin de la vidéo. Donc cet exercice sera à me rendre comme d'habitude sur Google Classroom sous forme de Google Doc que je vous ai fourni sur le Google Classroom. Donc simplement, encore une fois, pas pour vous noter, mais pour vérifier que vous avez fait ce travail-là. Donc ce chapitre, ordinairement, on l'aurait fait en à peu près 15 jours, 3 semaines. Là, compte tenu des conditions un peu particulières, 4 semaines, histoire que je puisse étaler le travail que je vous donne et pour pas que vous ayez trop de boulot à faire en physique-chimie dans la semaine. Alors, on va commencer ce chapitre, donc sur l'émission et la perception d'un son. On va commencer comme d'habitude par des petits rappels de collège. Alors, au collège, qu'est-ce que vous aviez vu à propos du signal sonore? Vous aviez vu qu'un signal sonore est caractérisé par une fréquence. Qu'est-ce que la fréquence? C'est un nombre de vibrations par seconde. Le signal sonore, ça vibre, et la fréquence caractérise son nombre de vibrations. Et l'unité de la fréquence est le hertz. Ensuite, vous aviez vu aussi au collège que les sons avaient des domaines qu'on appelait le domaine de l'audible et les domaines inaudibles, c'est-à-dire les choses que nous ne pouvons pas entendre, nous les humains, avec nos oreilles. On avait les infrasons qui sont inaudibles pour nous et les ultrasons, et le domaine de l'audible était constitué des sons graves et des sons aigus. Voilà ce que vous aviez vu au collège. Vous aviez vu également que le signal sonore était une vibration, c'était des vibrations qui se propagent, et que ça nécessite un milieu matériel pour se propager. C'est une vibration qui se propage dans un milieu, c'est-à-dire dans l'air, dans l'eau, etc., etc. Ça nécessite un milieu. Et vous aviez vu également que la valeur de la vitesse de propagation est donnée en mètres par seconde. Comme d'habitude, c'est l'unité internationale de la vitesse, donc on utilise toujours le mètre par seconde. Voilà pour les rappels de collège. Alors maintenant, je voudrais que vous fassiez un petit QCM de 5 questions pour vérifier un peu ce que vous savez, ce que vous avez retenu du collège. Encore une fois, pas de notes, rien, hein, c'est vraiment très rapide, c'est 5 petites questions. Donc pour ce faire, il vous suffit de flasher le QR code que je vous ai mis ici, ou alors d'utiliser l'adresse ici si vous n'avez pas de téléphone avec lequel le flasher. Et une fois que vous êtes arrivé sur l'écran de connexion, qui va ressembler à cet écran ici, là, et bien vous allez devoir rentrer le nom de la salle, et le nom de la salle est celui qui est noté ici, Nives 4086. Et ensuite vous faites rejoindre et vous faites votre petit QCM. Voilà, donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause et faire le QCM. Une fois que c'est fait, vous redémarrez la vidéo et on continue. Donc bien sûr la vidéo vous n'êtes pas obligé de la faire en une fois, hein. Vous pouvez la faire en petites parties, essayez quand même pas de diviser ça en 50 morceaux, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire en un bloc. Maintenant on va passer à la page suivante, donc la réactivation des connaissances. Voici un guitariste, et on peut se demander comment est-ce que le son émis par la guitare électrique peut atteindre les oreilles du public. Comment ça se passe? Alors en fait, quand le guitariste frotte une de ses cordes, ça transmet un signal électrique dans une enceinte, dans une des enceintes ou dans les enceintes, et ces enceintes vont créer une vibration qui va se propager par l'air. Et cette vibration va se propager jusqu'à arriver à nos tympans, et elle va faire vibrer nos tympans. Et c'est comme ça qu'on va entendre le son, c'est comme ça que fonctionne l'audition. Voici une vidéo pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc on voit les molécules d'air, on a un espace dû entre les molécules qui est constant, qui est dû à la pression atmosphérique, et quand notre enceinte vibre, en fait elle vient pousser, elle vient déplacer les molécules de l'air, et ces molécules, un peu comme un effet domino, viennent de se cogner les uns aux autres et propagent cette onde de vibration jusqu'à nos oreilles. Donc ça c'est un phénomène qui est dû justement au mouvement de notre enceinte. Donc voilà comment fonctionne, comment le son se propage de l'enceinte du guitariste jusqu'à nos oreilles. Maintenant, on va se demander lequel de ces deux signaux a la fréquence la plus élevée. Alors je vous l'ai fait écouter, voilà le premier signal.
et voilà le deuxième signal. Alors à votre avis, lequel de ces deux signaux a la fréquence la plus élevée? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Dans ces deux signaux, vous avez entendu qu'il y en avait un qui était plus grave et un autre qui était plus aigu. Et bien en fait, il se trouve que la fréquence, plus elle est haute, plus le son est aigu. Donc le son des deux qui avait la fréquence la plus haute était le son le plus aigu, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Alors regardons ensemble une petite vidéo. Donc vous allez voir, il y a un appareil qui émet des vibrations, qui émet un son, qui viennent faire de ce fait-là faire vibrer l'air jusqu'au verre. Vous avez déjà entendu dans les dessins animés, vous avez déjà vu à la télé, quelqu'un qui chante et ça casse un carreau. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment casser un verre ou est-ce qu'on peut casser une vitre avec un son? Et bien justement, on va voir ça dans cette vidéo. Alors on va tout simplement monter le son quoi. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, le verre vibre tellement, ça on le verra grâce aux éclairages, que il éclate quoi. Bon, on y va. Je vous coupe le son parce que c'est relativement désagréable. Donc vous voyez le verre qui vibre rien qu'à cause des vibrations du son. Vous voyez comment ça se déforme en fait quand on fait marcher le son. Si il recommence en fait en montant un petit peu la puissance, vous allez voir que le verre va vibrer, vous allez voir ce qui va se passer. Et voilà, ça a tellement vibré, la déformation du verre a tellement été importante qu'en fait le verre a fini par se casser. Donc oui, c'est possible de venir briser un verre ou une vitre à cause d'un son. On peut imaginer que en chantant à la bonne fréquence, suffisamment fort, on peut carrément réussir à casser un verre. Alors on va voir en dernier une petite problématique, question qu'on va se poser durant ce chapitre. Un pêcheur utilise un sonar pour connaître la profondeur d'eau sous le bateau et repérer d'éventuels bancs de poissons. On en avait déjà discuté en cours rapidement de cette histoire de sonar. Comment un son peut-il permettre de localiser un objet? Donc posez-vous cette question, comment est-ce qu'on peut réussir à localiser un objet avec un son? D'ailleurs c'est ce que font les chauves-souris, comment elles s'y prennent. Et ça on va le voir quand on fera ensemble l'exercice numéro 28, page 221, donc ça ne sera pas durant cette vidéo, ça sera pour la semaine prochaine. Alors commençons le cours, on va commencer la partie grand 1. Donc c'était la partie qui concernait ce que vous avez fait pour l'activité documentaire avec le dauphin. Donc l'émission et la propagation d'un signal sonore, émission d'un signal sonore. Mis en vibration, un objet émet un signal sonore. Afin que ce signal sonore soit plus audible, il doit être amplifié par une caisse de résonance. Donc par exemple, là, dans cet instrument à cordes, dans cette contrebasse, en fait, les cordes génèrent le signal sonore, et en fait, ce signal est amplifié par cette partie en bois là de l'instrument qui sert de caisse de résonance. Exemple, l'ange d'un saxophone comme les cordes de la contrebasse vibre pour produire le son. Et comme je vous l'ai dit, c'est le corps de la contrebasse ou alors du saxophone qui permettent d'amplifier le son et de jouer le rôle de caisse de résonance. Petit 2, propagation d'un signal sonore. Les vibrations provoquées par un haut-parleur sont transmises à l'air environnant, comme on l'a vu dans la petite vidéo qu'on a vue juste avant ensemble sur le fonctionnement de comment se transmet le son de la guitare jusqu'à nos oreilles. Par exemple, la flamme de la bougie ici n'est pas verticale, à cause du mouvement de la membrane du haut-parleur. Donc en fait, quand le haut-parleur part en arrière, ça déplace l'air vers l'arrière en même temps que le haut-parleur, comme on l'a vu dans la vidéo, et la flamme se déplace avec. Quand le haut-parleur va avancer, va pousser l'air vers l'avant, la flamme va partir dans l'autre sens. Les molécules qui constituent l'air vibrent et transmettent ce mouvement de proche en proche aux molécules voisines. Ce qui fait que en fait, quand on met un téléphone comme ça sous cloche, à vide, c'est-à-dire qu'on a enlevé l'air qui était à l'intérieur de la cloche, et ben en fait, on n'entend plus le téléphone. Si on le met à sonner, là on l'entend, on met la cloche à vide au-dessus, on l'entend toujours, on fait le vide, donc on enlève l'air, et là on n'entend plus du tout le son. Car c'est l'air qui propage le son, c'est grâce à l'air qu'on entend. Donc, désolé pour les fans de Star Wars, quand vous regardez les films et qu'on est dans ce genre de scène d'action ici, où on voit les vaisseaux en train de se tirer dessus, les objets exploser, etc., on entend le bruit des explosions, on entend le bruit des lasers, et ben normalement, physiquement, c'est incohérent, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, on ne peut pas entendre les sons, donc on ne devrait pas entendre les lasers, on ne devrait pas entendre les explosions. Alors forcément, oui, je suis d'accord, ça rendrait le film quand même vachement moins intéressant s'il y avait strictement aucun bruit pendant toutes les scènes de bataille. Mais voilà, physiquement, c'est pas possible, le son ne se transmet pas dans l'espace. Donc pareil, quand on voit les films de super-héros où ils montent dans l'espace et ils parlent, c'est pas possible. On les entend pas, il n'y a pas d'air, on peut pas les entendre.
Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager, c'est ce qu'on était en train de dire, il ne se propage pas dans le vide. Le milieu matériel transmet une vibration qui se propage de proche en proche, on dit. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, ça se transmet par les molécules qui viennent à chaque fois se buter les unes sur les autres et qui transmettent ce signal de proche en proche. Ce milieu peut être à l'état gazeux, liquide ou solide. Voilà un petit schéma qui récapitule ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc on a un émetteur sonore qui vient faire bouger les molécules et qui crée des zones de compression et des zones de dilatation. Donc en fait c'est ce mouvement comme ça qui se propage de compression-dilatation et qui va arriver jusqu'à notre oreille, le tympan est une espèce de toile tendue qui va réagir à cette vibration et qui va transformer ce signal en signal électrique pour être envoyé et analysé par le cerveau. Alors petit 1, petit 3, la vitesse de propagation d'un signal sonore. La valeur de sa vitesse dans l'air, donc la valeur de la vitesse d'un signal sonore, c'est 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. On précise 20 degrés Celsius parce que la vitesse de déplacement d'un son dépend de la température. Plus la température augmente et plus le son va se propager vite. Voilà un petit tableau de données histoire d'avoir un ordre de grandeur. Par exemple, la vitesse d'un faucon pèlerin qui est en piqué, qui est en train de chasser, c'est 50 mètres par seconde. Donc c'est 1,4 fois 10-1 fois plus petit que la vitesse du son. Un avion de ligne, c'est 250 mètres par seconde, donc l'avion de ligne va moins vite que le son. Le son dans l'air, c'est 345. Le son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde, donc le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau. C'est ce qu'on avait vu dans l'activité documentaire avec les dauphins. Le Concorde, donc, qui était un avion supersonique, qui n'est plus actuellement en service, mais qui a volé pendant plusieurs années, voyage à 1530 mètres par seconde. Donc le Concorde va 4,4 fois plus vite que la vitesse du son. Le son dans l'acier, c'est 5000 mètres par seconde, donc 1,4 10 puissance 1, une fois plus grand que celle du son. Et la lumière dans le vide, c'est 3,0 10 puissance 8, ce qui représente 8,7 10 puissance 5 fois plus vite que le son. Voilà. Ce qui explique pourquoi est-ce que lors d'un orage on voit la lumière arriver tout de suite alors que le son met un certain temps à nous parvenir. Elle a perdu la course avec la lumière largement. Donc quand on dit qu'un avion ou qu'on dépasse le mur du son ou qu'un objet dépasse le mur du son, ça veut dire qu'en fait il se retrouve à aller plus vite que le son, c'est-à-dire 345 mètres secondes, il va plus vite que 345 mètres secondes. C'est ça qu'on appelle, pour les fans de films américains, Mach 1, Mach 2, Mach 3. En fait Mach 1 c'est une fois la vitesse du son, Mach 2 3 fois. Donc là le Concorde il allait à plus de Mach 4. Plus de 4 fois la vitesse du son. La vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu de propagation, comme on le disait. On l'a vu, ça va beaucoup plus vite dans l'eau et dans l'acier. La valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore est plus grande dans les solides et les liquides que dans les gaz. Donc, petit tableau comparatif, par exemple, quand le milieu de propagation est du diazote sous forme de gaz, c'est 3,5 10 puissance 2, alors que dans l'eau liquide, c'est 1,5 10 puissance 3, et dans l'acier, 5,5 10 puissance 3. Beaucoup plus rapide dans l'acier. Si vous avez déjà vu dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés, on voyait les Indiens écouter en mettant l'oreille sur le chemin de fer. Pourquoi ils faisaient ça ? C'est parce qu'en fait, étant donné que le son se déplace beaucoup plus vite dans l'acier que dans les gaz, on entend le train arriver plus vite en écoutant l'acier, en écoutant le bruit directement sur le rail, que par l'air. Le son arrive en premier dans le rail. C'est pour ça qu'on voyait ça dans les bandes dessinées. Remarque, pour calculer la valeur de la vitesse du son, on se sert comme d'habitude de la relation V égale D sur delta T. C'est notre relation de la vitesse qu'on a apprise depuis le début de l'année et que vous aviez déjà apprise auparavant. Donc en fait, comment on fait expérimentalement ? On prend un capteur comme ceci, donc on a un émetteur et un capteur. On envoie un son par l'émetteur, le son est capté par le capteur, et en fait on a deux signaux, on a le signal émetteur, le signal capteur, et le décalage entre les deux, donc entre le début de celui-là et le début de celui-là, c'est le temps qui s'est passé entre le moment où on a émis le son et le moment où on l'a réceptionné. Et il suffit de calculer donc la distance entre les deux, donc la distance en mètres parcourue par le signal sonore, la durée en secondes mise par le signal pour être capté, et de faire le calcul distance sur temps, sur durée, pour avoir la vitesse de notre signal sonore. Voilà comment on peut déterminer expérimentalement, et comment on l'aurait fait si on avait pu faire TP, pour déterminer la vitesse du son. Voilà, on va s'arrêter là pour le cours pour l'instant. Donc je vais couper ça. Et on va faire un petit exercice d'application ensemble, deux petits exercices d'application, pour appliquer ce qu'on vient de voir. Donc on nous demande dans l'exercice 2 qui est page 216 de votre livre Hachette, expliquer comment un signal sonore peut être émis par le piano. Alors comment ça se passe ? En fait, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'un piano, par exemple un piano à queue, c'est fabriqué comme ça. Alors je ne parle pas d'un piano électronique, je parle d'un piano à l'ancienne. C'est fabriqué avec des cordes de plus en plus petites ou de plus en plus longues, peu importe
du côté où on se place, parce que plus la corde est longue et plus elle va émettre un son qui sera grave. Et ce qui se passe, c'est que quand vous appuyez sur la touche de votre piano, il y a un petit marteau qui va venir se soulever et taper sur la corde. Et cette corde, en étant tapée, va émettre une vibration et donc un son qui va arriver à vos oreilles. Donc ce qu'il fallait répondre à cet exercice, c'est lorsque la pianiste frappe une touche du piano, la corde est mise en vibration. Cette vibration est amplifiée par le corps du piano, qui sert de caisse de résonance, puis la vibration se propage dans l'air par vibration des molécules qui constituent l'air, donc de proche en proche, pour arriver à notre oreille. Voilà pour l'exercice 2, donc c'est des exercices très rapides, petits exercices d'application. Voyons l'exercice 5 maintenant. On nous demande de comparer des valeurs de vitesse. Alors, on nous dit qu'un signal sonore met 3,0 secondes pour parcourir 1000 mètres dans l'air. Il parcourt 15 mètres dans l'eau liquide en 1,010-2 secondes. On nous demande de calculer les vitesses de propagation d'un signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide. Alors, si vous voulez y réfléchir 2 secondes, n'hésitez pas à faire une petite pause. Alors, voyons voir la correction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? Question 1. Calculer les valeurs de vitesse. Alors on utilise notre formule V égale à D sur delta T. Donc pour ce faire là, pour l'air, on va faire VR qui est égal à D sur delta T. On fait l'application numérique. La distance, on veut une vitesse en mètres par seconde, donc la distance doit être en mètres, ça tombe bien, c'est ce qu'on nous donne. Donc on nous donne 1000 mètres sur 3,0 secondes, n'oubliez pas le 0, ce qui nous donne comme résultat 3,3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Écriture scientifique, unité et nombre de chiffres significatifs 2, car 2 c'est le nombre minimum qu'on a dans notre calcul, 3,0, 2 chiffres significatifs. Ensuite on fait la même chose pour l'eau, VO qui est égal à D sur delta T, application numérique, ça nous fait D, nous a dit que c'était 15 mètres dans l'eau, en 1,0 10 puissance 2 secondes. Donc on n'a aucune conversion à faire parce qu'on nous a déjà donné les distances en mètres et les temps en secondes. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu convertir en mètres et en secondes. Et ça nous donne comme résultat 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Encore une fois, bon nombre de chiffres significatifs, oui, 2. J'en ai 2 en haut et en bas. Et écriture scientifique et unité. On nous demande donc, question 2, une fois qu'on a ces valeurs, en comparant ces valeurs, déduire une propriété concernant l'influence de l'état physique du milieu sur la vitesse de propagation d'un signal sonore. Donc si on observe, on voit que la vitesse est beaucoup plus importante dans l'eau que dans l'air. Donc on peut en conclure la chose suivante, on peut en conclure que la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore est en général plus grande dans les liquides que dans les gaz. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Voilà pour ces petits exercices d'application. Avant de revenir au cours, je vais d'abord vous donner une activité à faire. Donc vous allez me faire l'activité documentaire numéro 19 sur la période et la fréquence d'un signal sonore. Donc exactement comme quand on est en cours, là on a fait notre partie cours avec des petits exercices d'application, et là vous allez faire cette activité documentaire donc, que vous pouvez trouver sur Classroom. D'accord ? Encore une fois, cette activité n'est pas à me rendre. Il suffit simplement de la faire de votre côté. Donc vous faites exactement comme vous êtes en cours. À partir du moment où j'aurai terminé mes explications, vous faites pause. Et vous allez mettre pas plus de 25 minutes, 25-30 minutes grand maximum sur lequel vous allez travailler sur cette activité documentaire. Et une fois que vous aurez terminé ça, une fois que vous aurez passé 25-30 minutes, vous remettez la vidéo en pause, enfin en play, pardon, et on va faire la correction ensemble. Alors on va la regarder ensemble. Pour ceux qui ne veulent pas avoir de coup de pouce, vous pouvez faire pause maintenant et commencer directement l'activité. Pour les autres, on va voir vite fait cette activité ensemble. Alors l'activité numéro 19 nous parle de quoi? On nous dit qu'en musique, on parle de fausses notes lorsque la note jouée n'est pas celle attendue ou encore lorsqu'elle n'est pas jouée. La note de musique est caractérisée par sa période et sa fréquence. Comment mesurer la période T et calculer la fréquence F d'un signal sonore? Donc ça traite la notion de période et la notion de fréquence. À votre disposition, vous avez deux documents. Un document qui vous donne la représentation temporelle de signaux périodiques et qui vous explique donc comment un capteur permet de convertir un son en signal électrique qui apparaît sous cette forme-là. On vous donne les fréquences de ces trois signaux. Et enfin, dans le document B, on vous donne donc une note produite par un diapason. Alors je vous rappelle qu'un diapason, c'est un instrument qui vient donner une note exacte. Souvent, c'est par exemple un La. Le La donné par un diapason, c'est la note exacte du La. Et on a une note produite par la guitare. On nous donne également des compléments scientifiques. On nous dit qu'un signal est périodique s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. On nous dit que la période est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se répète. Elle se note T et s'exprime en secondes. Donc c'est la durée d'un motif élémentaire, pour ceux qui se rappellent de l'activité documentaire d'avant.
Un motif élémentaire, c'est justement le plus petit schéma qui se répète dans un signal périodique, et sa durée, c'est la période t. Et la fréquence est le nombre de répétitions du signal par seconde, elle se note f, s'exprime en hertz, et la formule pour la calculer, c'est l'inverse de la période, donc f est égal à 1 sur t. C'est la formule importante à connaître dans ce chapitre. Alors, au niveau des questions, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, on vous demande de vérifier la phrase écrite en italique dans le document A à l'aide des 3 acquisitions. Donc, la phrase en italique, c'est cette tension à la même période que le signal sonore. Donc, vous avez 3 tensions ici, et ces tensions sont censées être le son qui a été converti en signal électrique, en tension justement par un microphone. On vous donne les fréquences de ces 3 signaux et on vous demande de vérifier que la tension a la même période que le signal sonore. Donc là c'est les signaux sonores et ça c'est les tensions qui ont été converties par le microphone justement, le signal sonore a été converti en tension par le microphone et nous donne ces courbes. Il faut que vous vérifiez que ces courbes ont la même période que le signal sonore dont on nous donne la fréquence ici. Donc servez-vous de la formule qui est donnée ici pour calculer la période. Ensuite, dans la question 2, on vous demande de proposer de mettre en œuvre une méthode permettant de déterminer la fréquence des notes afin de vérifier si le guitariste a joué une fausse note. Donc on vous explique ce qu'est une fausse note ici dans l'introduction. On vous dit qu'une fausse note, une note est caractérisée par sa période et sa fréquence, et une fausse note n'est pas bonne quand elle n'est pas celle attendue. Donc en gros, quand elle n'a pas la fréquence ou la période, c'est la même chose, elles sont reliées ensemble par la formule qu'on a vue ici. Donc quand c'est pas la bonne fréquence ou la bonne période, c'est que la note est fausse. Donc essayez d'imaginer une méthode qui vous permettrait de mesurer, en fait, de déterminer les fréquences de ces notes pour savoir si le guitariste, ici, a joué une fausse note ou pas. Et enfin, dans la question 3, on vous demande comment mesurer la période t et calculer la fréquence f d'un signal sonore. Donc comment vous pouvez faire pour mesurer, donc c'est une question bilan, hein, vous devez expliquer comment vous avez fait de ce fait-là dans les questions d'avant pour mesurer une période et calculer une fréquence d'un signal grâce à un graphique et grâce à la formule qu'on vous a donnée. Alors je vous rappelle que pour un maximum de précision, quand vous faites une mesure, plus vous prenez de mesures, plus ça va être précis. C'est-à-dire qu'il vaut mieux déterminer le plus de périodes possible et faire une règle de 3 après pour avoir la valeur pour une période que de mesurer une seule période. D'accord ? Alors voilà, je vous laisse faire cette activité documentaire, faites pause sur la vidéo, passez comme je vous ai dit pas plus de 25 minutes sur l'activité, 25 minutes, 30 minutes grand max, et ensuite on va faire la correction ensemble. Faites pause. Voilà, donc là on va faire la correction. Alors la correction de l'activité, on va commencer par la question 1. Donc vérifier que la phrase écrite en italique dans le document à l'aide des 3 acquisitions est la bonne. Alors que je sorte ma correction. Donc, comment on va faire? Eh bien c'est simple, on a 2 façons de faire. On a la formule ici qui nous donne f est égal à 1 sur t, donc qui nous donne la relation entre la période et la fréquence. On a la fréquence des sons qui ont été émis ici dans le document A, ici, et on a les signaux qui ont été convertis en signal électrique par le microphone. Donc on a 2 possibilités, soit on mesure la période du signal de chaque signal électrique, on la transforme en fréquence grâce à cette formule et on voit si c'est bien la même que celle qui est donnée ici. Ou alors, l'inverse, celle qu'on va faire, on part des fréquences des signaux sonores qu'on nous a donnés, on les convertit en période, et on voit si cette période est bien bonne par rapport au schéma de signaux électriques, pour voir si pour répondre à la question qui nous demande de vérifier si les signaux électriques ont bien la même période que le signal sonore émis à la base. Donc on commence, on va partir par exemple du A. Alors, on a une fréquence de, on va agrandir un petit peu, ici, 8,0 10 puissance 2 Hz. Donc on sait que la formule c'est F. Alors, question 1, c'est ici, voilà, F est égal à 1 sur T. Donc, vu qu'on a la fréquence, on veut calculer la période, on manipule la formule pour avoir T, et donc T va être égal à 1 sur F. Pourquoi? T passe par là, et F, lui, descend à sa place. Donc on va avoir T qui est égal à 1 sur F, j'ai mis 2 fois égal, 1 sur F. Donc on fait le calcul. Pour le signal A, TA est égal à 1 sur F, donc c'est-à-dire à 1 sur 8,0 fois 10 puissance 2 Hz, ce qui nous donne 1,3 fois 10 puissance moins 3 secondes. Je vous rappelle que la période est exprimée en secondes, c'est un temps, c'est une durée, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc pour A, on est parti des valeurs qui sont ici, hein, on a pris 8,0 10 moins 10 puissance 2 y est ici. Pour A, la période c'est 1,3 10 moins 3 secondes. Ce qui correspond en fait à 1,3 millisecondes. 10 moins 3 c'est milli. Ensuite, TB
on va faire la même chose, ça va être 1 sur la fréquence de B 4 fois 10 puissance 2, ce qui nous donne comme valeur 2,5 10-3 secondes, soit 2,5 millisecondes. Et enfin, TC, qui est égal à 1 sur la fréquence de C, c'est-à-dire 2,0 fois 10 puissance 2, ça nous fait 5,0 10 puissance moins 3 secondes, ce qui équivaut à 5,0 millisecondes. Voyons voir, on vérifie ces résultats sur les graphiques. Donc 1,3 millisecondes, si on regarde sur le graphique A, on voit bien une période ici. Donc ça va s'arrêter une période, c'est-à-dire un motif élémentaire, c'est là, 1, 2 ici, 3 ici, etc. etc. Si on regarde, ici c'est 1, donc on est bien à 1,3 millisecondes comme le résultat qu'on a trouvé. Ensuite, on a trouvé 2,5 millisecondes. Si je ne me trompe pas, voilà 2,5 pour le signal B. On regarde un motif élémentaire ici, qui s'arrête là, un deuxième motif élémentaire ici. Si on regarde, ça fait bien 2,5, 3 c'est ici, hein, donc on est bien à 2,5 secondes ici. Donc on a bien la bonne période, c'est la même période. Et enfin, la dernière valeur qu'on avait trouvée, on avait trouvé 5 millisecondes. On vérifie si notre signal électrique a la même période que notre son. Un motif élémentaire ici, un autre ici, et on voit bien qu'il se passe 5 millisecondes pour la durée d'un motif élémentaire. Donc la période est bien 5 millisecondes. Donc oui, on peut dire, en effet, la phrase écrite en italique, on l'a vérifié, on a bien des tensions, le microphone convertit bien les tensions, enfin les sons, pardon, dans une tension qui a la même période que le signal sonore, c'est les mêmes caractéristiques. Et votre tympan fonctionne de la même manière, le son va arriver dans vos oreilles, faire vibrer vos tympans à une certaine fréquence, avec une certaine période, et ça va créer un signal électrique qui aura les mêmes caractéristiques qui va être envoyé vers votre cerveau. Alors, question 2. Question 2, on nous demandait... Alors, je vais effacer les réponses qu'on a mis juste avant. Voilà. Question 2, on nous demandait proposer et mettre en œuvre une méthode permettant de déterminer la fréquence des notes afin de vérifier si le guitariste a joué une fausse note. Alors là, eh ben, qu'est-ce qu'on devait dire? On devait donner un protocole, en fait. Comment on fait pour déterminer si la fréquence des notes, si le guitariste a joué une fausse note? Alors on nous a dit qu'une fausse note, c'est quand la note n'a pas la bonne fréquence. C'est pas la bonne note en fait, c'est pas la note qui était attendue. Parce qu'une note est caractérisée par une fréquence et du coup une période. Si vous vous souvenez dans le Professeur Chaos, vous jouiez du piano, vous trouviez des fréquences qui vous donnaient les notes qu'il fallait jouer sur le piano. Et vous voyez dans le tableau que je vous avais fourni dans le jeu, le tableau que vous reconstituiez avec le puzzle, que chaque note de musique avait une fréquence bien particulière et bien spécifique. Alors il suffit de regarder la note produite par le diapason. Et cette note, en fait, on peut trouver sa fréquence, ou sa période, simplement. Par exemple, là, hop, la période, ça va être ici, ça va être environ 2,2 ou 2,3 secondes à peu près. Et millisecondes, pardon. Et en fait, il faut regarder la guitare, la note de la guitare, et voir si elle a la même période. Si elle a la même période, forcément, étant donné qu'elles sont reliées par cette formule, ça veut dire que c'est la même fréquence. Donc vous aviez juste à dire, on détermine graphiquement la période du signal émis par le diapason, qui donne lui une note juste, puis celui produit par la guitare. On compare les deux périodes, 3 fois T diapason, on prend 3 périodes, je vous l'ai dit pour que ça soit le plus précis possible, au lieu de simplement mesurer une période, on va mesurer le plus de périodes possible. Ici par exemple ils en ont pris 3, mais on aurait pu très bien en faire 1, 2, 3, 4, 5, on aurait pu en faire 5, pour encore faire en sorte que le résultat soit plus exact. Donc 3 périodes ça fait 6,8 millisecondes, si on regarde 3 périodes ça arrive bien à 6,8 millisecondes, ici. Et donc, ça vous donne la valeur d'une période qui est de 2,3 millisecondes. Et quand on fait la même chose pour la guitare, eh ben on obtient 2,3 millisecondes également. Donc ça nous montre bien que nos deux signaux qui sont ici ont la même période. Leurs motifs élémentaires ont la même durée, 2,3 millisecondes. Et donc s'ils ont la même période, c'est qu'ils ont la même fréquence. Fréquence qu'on peut calculer avec la formule en faisant 1 sur... Donc la période ils ont divisé par 3, ils ont fait 6,8 divisé par 3, c'est-à-dire 2,3 en fait, on aurait pu mettre directement 2,3 10-3 secondes. N'oubliez pas de remettre en secondes, ici on a des millisecondes, mais la fréquence, c'est en fait les hertz, c'est comme des secondes moins 1, donc il faut mettre la période en secondes. Et donc on doit convertir en secondes, on le reverra dans le cours, rassurez-vous, ce qui nous donne une fréquence de 4,4 10 puissance de Hertz. Donc la fréquence attendue est bien celle du son émis par la guitare, le guitariste a bien fait le même son que le diapason, et donc il n'a pas joué de fausses notes. Voilà pour la question 2. Et enfin, pour la question bilan, on vous demandait du coup comment on fait pour mesurer une période T et calculer la fréquence d'un signal sonore. Et bien on utilise la représentation temporelle du signal électrique, donc qui est cette courbe ici, ces courbes qu'on a là.
du son dont on a fait l'acquisition. Par exemple, avec un ordinateur, on jouerait une note sur une guitare, on mettrait un microphone à côté qui serait relié à l'ordinateur. Notre ordinateur viendrait convertir le son de notre guitare qui passerait par le microphone en un signal électrique. Et on déterminerait sur le graphe de la tension en fonction du temps, donc qui est ce graphe-là, qui sont ces graphes-là. C'est la tension en fonction du temps, la durée d'un signal qui se reproduit identiquement à lui-même. On trouve la période en fait d'un motif élémentaire. La fréquence se calcule alors avec la relation 1 sur t, et pour déterminer plus précisément t, il est préférable de mesurer sur le graphique la durée de plusieurs périodes. Voilà comment, on va dire, l'explication que vous pouvez donner sur comment mesurer la période t et calculer la fréquence d'un signal sonore. Voilà, on a terminé avec cette activité. Maintenant, on va repasser au cours. Donc on continue le cours à partir de ce qu'on vient de faire en activité, les caractéristiques d'un signal sonore périodique. Donc comme on vient de le voir, un signal périodique dans le temps est un signal qui se reproduit à intervalles de temps égaux. Voilà un exemple de signal périodique, on a ce motif là qui se répète en boucle, avec toujours le même intervalle entre les deux qui est t, la période. Donc on mesure à partir de là, mais on aurait pu très bien mesurer par exemple crête à crête, c'est-à-dire en commençant au sommet ici, et en s'arrêtant là. Et ben vous allez avoir ici, là, entre ces deux crêtes, le même temps, t, la période, ça va être la même durée. D'accord ? C'est vraiment la durée qu'il y a entre la reproduction de deux motifs élémentaires. Donc là, on vous montre un microphone est un capteur qui permet d'obtenir un signal électrique appelé tension électrique ayant les mêmes caractéristiques que le signal sonore enregistré. La période t d'un signal sonore périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même, soit la durée d'un motif élémentaire. La période s'exprime en secondes. Donc voilà un motif élémentaire, et la période, c'est la durée que prend un motif élémentaire. Donc ici, c'est 1 milliseconde par exemple. Et je vous rappelle, vocabulaire, le motif élémentaire est la plus petite partie de la courbe qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Donc ici, on a deux motifs élémentaires. Et vous voyez qu'à chaque fois, le motif élémentaire prend bien 1 milliseconde. À deux motifs, on est à 2 millisecondes. La fréquence f d'un signal sonore périodique représente le nombre de périodes du signal par seconde. Elle s'exprime en Hertz, donc les Hertz c'est une unité qui correspond aux secondes moins 1, c'est la même chose. La fréquence f d'un signal est l'inverse de la période, c'est-à-dire qu'on a cette formule, f est égal à 1 sur t. Il suffit de faire l'inverse de la période pour obtenir la fréquence. On comprend donc et on voit instantanément pourquoi la fréquence, les Hertz correspondent aux secondes moins 1, étant donné qu'on met des secondes au dénominateur, c'est normal d'obtenir des secondes au numérateur. Remarque, A est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qu'on voit ici en rouge sur la courbe. C'est simplement la plus grande hauteur à laquelle le signal monte à partir de la moyenne, en fait, à partir du milieu. Donc on voit que le plus haut que le signal atteint, c'est cette crête qu'il y a ici, ou toutes les autres crêtes, c'est pareil. Et donc ça, on appelle ça l'amplitude. C'est la hauteur maximale du signal. On a fait déjà la moitié du cours. Donc pour la fois prochaine, vous allez faire l'exercice 20, ici, page 219, donc sur l'audiométrie. Donc cet exercice est à me rendre sur Classroom pour vérifier que vous avez fait vous avez fait l'exercice. Donc vous trouverez sur Google Classroom le fichier de cet exercice en format Google Doc. Donc je vous l'ai transformé en Google Doc avec la place pour vous répondre aux questions comme d'habitude. Donc faites cet exercice pour la prochaine fois, donc pour le samedi 11 avril, et on fera la correction ensemble en vidéo, et vous pourrez me poser des questions sur le cours, etc. comme d'habitude, pendant la visio qu'on fera le samedi matin à 11 h, comme tous les samedis. Voilà, je vous remercie pour votre attention durant cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée et un bon courage pour votre semaine.